L'avis d'expulsion a atterri juste à côté du gratin dauphinois. Ce n'était pas une métaphore, mon père a réellement fait glisser une enveloppe de couleur crème sur ma propre table de Noël, entre le saucier et le plat que ma voisine avait apporté, puis il s'est rassis comme s'il venait de dire le Bénédicité. En haut, en lettres grasses, on pouvait lire « Mise en demeure de quitter les lieux et restitution de la possession ». Ma mère a souri la première. C'était sa façon habituelle de faire des choses horribles. Pas de cris, pas de tremblement, juste ce petit sourire soigné qui faisait passer la cruauté pour de la simple administration. 7 jours, a-t-elle dit. Ton frère a besoin de cette maison. Mon frère Lucas n'avait pas l'air embarrassé. Il avait l'air soulagé. D'une certaine manière, c'était pire. J'ai fixé le papier sans le toucher. 6 ans plus tôt, quand mon grand-père Henri est décédé, il m'avait légué la maison d'Aix-en-Provence en pleine propriété. Pas à mes parents, pas aux 2 petits-enfants à parts égales. À moi. Et il avait signé un acte de donation par préciput devant notaire, s'assurant qu'il soit enregistré correctement des mois avant son départ. Il l'avait fait parce que c'était moi qui l'emmenais chez le cardiologue, qui payais le couvreur quand la toiture fuyait, et qui passais mes samedis à réparer les volets pendant que Lucas empruntait de l'argent et parlait de malchance. Mes parents ne l'avaient jamais accepté. Ils disaient que c'était injuste, que grand-père était devenu trop sentimental, qu'il avait surréagi face aux difficultés de Lucas. Ce qu'ils voulaient dire était plus simple, leur enfant préféré voulait la maison, donc dans leur esprit, la maison devait lui appartenir. Lucas m'avait rendu la vie misérable bien avant l'héritage. Il me volait de l'argent au lycée, a accidentellement embouti ma première voiture en me laissant accuser le coup pendant des semaines, et a une fois coupé le disjoncteur de ma chambre la veille de mes examens de licence parce qu'il trouvait que je me prenais de haut avec ma bourse d'excellence. Mes parents avaient toujours une excuse prête. Il était stressé. Il était jeune. Il ne pensait pas à mal. Maintenant, il avait 32 ans, était de nouveau fauché, et s'asseyait dans ma salle à manger pendant que mon père essayait de m'expulser de ma propre propriété. Maman a plié sa serviette et a dit « Tu as bien profité de l'endroit, Margot, mais Lucas a besoin d'un vrai départ. Cette maison peut le lui offrir. » J'ai enfin levé les yeux. En vertu de quelle autorité ? Papa a tapoté l'avis du doigt. Demande légale. Tu peux rendre cela facile ou coûteux. Je l'ai ramassé alors. Ce n'était pas une décision de justice. C'était une lettre d'avocat rédigée pour y ressembler, truffée de termes comme occupation précaire, intérêt familial équitable et restitution des lieux aux bénéficiaires légitimes. C'était de l'intimidation sur du papier de luxe. Lucas s'est renversé dans sa chaise. Tu vis seul. Moi, j'ai de vrais besoins. J'ai ri une fois, je ne pouvais pas m'en empêcher. Cette maison ne m'était pas tombée dans le bec. Après la mort de grand-père, j'ai payé les taxes foncières, poncé les parquets pièce après pièce, lutté avec la mairie pour des permis de rénovation, et enchaîné les gardes de nuit pendant 1 an pour remplacer la chaudière avant l'hiver. Mes parents n'avaient pas levé le petit doigt. Mais maintenant que le quartier était devenu prisé et que la maison valait près de 600 000 €, soudain, ils parlaient d'équité. Maman a pris mon silence pour de la faiblesse. Ton grand-père faisait du mélodrame quand il t'a fait cet acte. Nous le savons tous. Nous tous. C'était là, le vote familial, leur tour préféré. Papa a pris son vin et a ajouté, l'avocat pense que Lucas a une réclamation viable car Henri voulait que cette propriété reste dans la lignée directe. Je suis la lignée directe, ai-je répondu. Lucas a ricané. Tu sais très bien ce qu'il veut dire. Oui, je le savais. Il voulait dire le fils. Il voulait dire le favori. Il voulait dire la personne pour qui mes parents avaient passé ma vie entière à préparer le terrain. J'ai posé la vie. Vous me servez ça le soir de Noël. Papa a haussé les épaules. Je me suis dit qu'en face à face, tu te comporterais en adulte. J'allais répondre, mais on a sonné à la porte. Personne n'a bougé. Puis on a ressonné. Je me suis levée, je suis allée dans le hall et j'ai ouvert à ma voisine et meilleure amie, Amandine, qui tenait une boîte à gâteaux d'une main et une enveloppe juridique scellée de l'autre. Amandine travaillait dans un grand cabinet de notaire en centre-ville.
Elle était l'une des rares personnes au courant que mon père passait des coups de fil concernant la maison depuis des semaines. Je lui avais dit 3 jours plus tôt que si mes parents tentaient quoi que ce soit pendant le dîner, je voulais savoir exactement dans quels ennuis ils s'embarquaient. Elle a vu mon visage et a tout de suite compris. Alors, a-t-elle dit doucement, ils l'ont fait. J'ai hoché la tête une fois. Nous sommes retournés ensemble dans la salle à manger. Mon père s'est redressé. C'est qui? Ma voisine, ai-je dit, et mon témoin. Amandine a posé la bûche sur le buffet, s'est approchée de la table et a tendu l'enveloppe scellée. Ceci a été déposé pour Monsieur Bennett au cabinet, a-t-elle dit, en recommandé. Mon patron a dit qu'il voudrait la voir ce soir s'il remettait vraiment cet avis. Mon père l'a prise en fronçant les sourcils. C'est quoi ça? La voix d'Amandine est restée calme. Ouvrez-le. Il s'est exécuté. J'ai regardé ses yeux parcourir la première page, puis s'arrêter. Le sang a quitté son visage si vite. Ma mère s'est tournée vers lui avant même que je dise un mot. Papa m'a regardé, puis a regardé la lettre. Pour la première fois de la soirée, il n'avait pas l'air confiant. Il avait l'air pris au piège. Lucas s'est penché. C'est quoi? Mon père n'a pas répondu. Amandine l'a fait pour lui. C'est une copie de la déclaration assermentée de votre propre père lors de la succession, a-t-elle dit. Celle où il admettait que Margot était la seule propriétaire légale et acceptait que tout membre de la famille tentant de contester sa possession perdrait ses droits sur le reste de la distribution du testament d'Henri. Mon père a lu la page 2 fois avant de parler. Ça ne veut pas dire ce qu'elle pense. C'était une réplique si faible que même ma mère s'est tournée vers lui brusquement. Amandine ne lui a pas donné le reste du dossier. Elle l'a gardé en main et n'a fait glisser que la première page sous la lumière du lustre. Cela veut dire exactement ce qui est écrit, a-t-elle répliqué. Je me tenais au bout de ma propre table et j'ai fini par prendre une fourchette juste pour empêcher mes mains de faire quelque chose de moins élégant. Lucas était déjà à moitié hors de sa chaise, essayant de lire par-dessus l'épaule de mon père. Ma mère était devenue immobile de cette façon dangereuse qu'elle avait quand le contrôle lui échappait, hésitant entre mentir plus fort ou battre en retraite avec grâce. Elle a choisi de mentir. Les papiers de succession n'outrepassent pas l'équité, a-t-elle dit. Amandine l'a regardé. Heureusement que cela n'a rien à voir avec l'équité. Puis elle a tapoté le second paragraphe. Je connaissais ce paragraphe. Je n'avais jamais vu la déclaration complète, mais je connaissais le langage parce que le notaire de grand-père me l'avait expliqué après les funérailles. Mon grand-père ne m'avait pas seulement laissé la maison par un legs particulier. Il avait aussi laissé un capital financier pour mon père, ma mère et Lucas. Pas une fortune immense, mais assez pour que mes parents le traitent comme un dû. Environ 240 000 € à diviser, conditionnés par la signature d'un accord de non-contestation. Le point était simple, la maison était à moi, l'argent était à eux. Et si l'un d'eux essayait de contester le titre, d'interférer avec la possession ou d'aider quelqu'un d'autre à revendiquer la maison, leur part serait supprimée et redistribuée selon la clause pénale. Grand-père savait exactement à qui il avait affaire. Mon père avait signé quand même. Et c'était cette signature qui se trouvait maintenant dans sa main. Lucas a fini par arracher le papier. Fais voir. Papa a essayé de le retenir, trop tard. Les yeux de Lucas ont parcouru la page. C'est quoi ce bordel, a-t-il demandé. J'ai répondu avant Amandine. C'est grand-père qui s'assurait que vous ne pourriez pas m'intimider pour m'expulser après sa mort. Ma mère a aboyé, ce n'est pas ce qu'Henri voulait. C'est littéralement ce qu'il a signé, a dit Amandine. Non, a dit ma mère, c'est un piège écrit par des avocats. Papa a retrouvé sa voix. Ce n'est qu'une déclaration de succession. Ça ne nous empêche pas de faire valoir une occupation familiale équitable. Cette phrase était si ridicule que j'ai failli sourire. Amandine est restée de marbre. Alors vous devriez lire la clause jointe avant de continuer à parler. Elle a enfin libéré la deuxième page et l'a tendue directement à Lucas. C'était stratégique. Mon frère croyait toujours plus au papier quand il passait par ses propres mains. Il a lu le paragraphe à haute voix sans le vouloir,
Tout bénéficiaire qui contesterait directement ou indirectement le titre, la possession ou la propriété de la résidence d'Aix transférée à Margot Bennett, ou soutiendrait une autre personne dans cette démarche, sera réputé avoir prédécédé pour la distribution selon l'article 6. Le silence s'est fait dans la pièce. Même Lucas comprenait ce langage, non pas parce qu'il était doué en droit, mais parce qu'il comprenait que « réputé avoir prédécédé » signifiait une chose, tu n'as rien. Mon père s'est levé si brusquement que les pieds de sa chaise ont crissé sur le parquet. Ce n'était jamais censé être utilisé comme ça. J'ai ri. Contre vous. Maman s'est tournée vers moi. Ton grand-père était sous pression. Non, ai-je dit, il était sous observation. C'était vrai aussi. La dernière année de sa vie, grand-père voyait tout plus clairement. Il a vu Lucas lui emprunter sa voiture et la ramener avec le pare-choc enfoncé. Il a vu mon père suggérer que la maison serait plus utile entre des mains masculines. Il a vu ma mère transformer chaque geste de gentillesse que je faisais pour lui en une performance temporaire. Il ne disait pas grand-chose à l'époque, il posait juste des questions calmes et prenait des rendez-vous avec des notaires dont personne ne soupçonnait l'existence. Lucas a frappé le papier contre la table. Et alors ? Grand-père peut décider que je suis à la rue pour toujours parce que Margot a joué à l'infirmière pendant 1 an. C'en était trop. J'ai posé ma fourchette et je l'ai regardé droit dans les yeux. Tu n'es pas à la rue, ai-je dit. Tu as 32 ans, tu travailles pour la 4e fois en 3 ans, et tu es toujours convaincu que le toit des autres est ton droit de naissance. Il a repoussé sa chaise. C'est exactement pour ça qu'il n'aurait pas dû te laisser la place. Tu te prends toujours pour quelqu'un de meilleur que tout le monde. Non, ai-je dit, je me comporte comme la personne qui a payé la chaudière, les impôts et le toit après que vous ayez tous disparu. Ma mère s'est levée aussi, mais plus lentement. Tu es cruel. Ce mot dans sa bouche m'a presque donné le vertige. Cruel. Comme si me servir des papiers d'expulsion entre la dinde et la farce avait été un acte de tendresse. Amandine a fouillé de nouveau dans l'enveloppe et a sorti une dernière page. C'est la partie que votre mari devrait vraiment voir, a-t-elle dit à ma mère. Elle l'a posée devant mon père à la place. Une mise en demeure de l'administrateur de la succession, pas encore déposée au tribunal, mais rédigée et prête. Elle stipulait que s'il poursuivait la menace d'expulsion ou encourageait la demande d'occupation de Lucas, ou ne retirait pas toute demande contre la maison sous 72 heures. L'administrateur avait l'autorité de suspendre toutes les distributions en cours et de faire appliquer la clause de déchéance. Papa avait l'air malade. Pas moralement malade, financièrement malade. C'était la première émotion réelle que je voyais sur son visage de toute la soirée. Lucas l'a vu aussi. Attends, de combien d'argent on parle ? Personne n'a répondu. Ça voulait dire assez. Mon frère s'est retourné contre mon père instantanément. Tu m'as dit que c'était simple. Papa a craqué. C'était censé l'être. Je l'ai regardé. C'est-à-dire ? Tu pensais que je ne ferais pas la différence entre une lettre d'intimidation d'avocat et une véritable ordonnance ? Maman a coupé court. Nous essayons de résoudre un problème en privé. Non, ai-je dit, vous essayez de me faire peur pour que je parte avant que quelqu'un ne lise les petits caractères. Amandine a croisé les mains. Et maintenant que tout le monde les a lus, je suggère que vous repreniez votre avis, que vous quittiez la propriété et que vous arrêtiez de discuter d'une maison qui ne vous appartient pas. Lucas fixait toujours mon père. Combien on perd si elle signale ça ? Amandine a répondu cette fois. Potentiellement la totalité de votre part restante. Il a juré après son père, pas après moi. Ni la maison. Son père. C'est là que j'ai réalisé que grand-père avait parfaitement conçu la clause. Il n'avait pas écrit quelque chose pour leur faire honte. Il avait écrit quelque chose qu'il comprendrait immédiatement, des conséquences financières. Mon père a saisi l'avis d'expulsion sur la table comme si reprendre le papier pouvait effacer le fait qu'il l'avait fait glisser vers moi. Puis, on a de nouveau frappé à la porte. 3 coups fermes. Pas amicaux, pas sociaux. Amandine a regardé vers le hall. Moi aussi. Mon téléphone a vibré avec un message d'un numéro inconnu, ici Maître Clément, conseil de l'administration de la succession.
Je suis devant. Ne les laissez pas partir avant que je parle à votre père. Maître Clément portait un manteau de laine sombre et dégageait l'aura d'un homme qui passe sa vie à dire aux familles des choses qu'elles ne veulent pas entendre. Il est entré dans la salle à manger, a balayé du regard les assiettes à moitié finies, l'avis d'expulsion dans la main de mon père et les documents étalés sous le lustre, puis a dit « Personne n'a besoin d'expliquer l'ambiance. Je la vois. » Mon père a tenté une approche malgré tout. C'est une affaire de famille privée. Maître Clément a posé un dossier en cuir sur la table. C'est devenu public au moment où vous avez utilisé un avocat pour menacer la possession d'une résidence titrée en conflit direct avec un engagement de non-contestation signé. Cela l'a fait taire. Amandine s'est écartée pour que Maître Clément puisse étaler les papiers. Il n'est pas resté assis. Mon père non plus. Nous sommes tous restés là, suspendus dans ce silence étrange, mi-domestique mi-juridique, que seules les familles comme la mienne peuvent créer autour des restes de Noël. Maître Clément a regardé mon père dans les yeux. Avez-vous remis un avis de quitter les lieux ce soir? Papa a essayé de retrouver un peu de dignité. J'ai remis une lettre de mise en demeure. Même réponse, a dit Maître Clément. Puis il a sorti 3 dossiers agrafés. Un pour mon père, un pour ma mère, un pour Lucas. Ce sont des notifications formelles. Toutes les distributions en attente au titre de la succession d'Henri Bennett sont suspendues avec effet immédiat en attendant l'examen d'un possible événement de déchéance. Lucas a attrapé sa copie. Vous suspendez tout le monde? Maître Clément n'a pas scié. Oui. Pour elle, a dit Lucas en pointant le menton vers moi. Non, a répondu l'avocat, pour avoir bafoué les volontés de votre grand-père. Cela a eu plus d'impact que n'importe quel discours. Il a rouvert son dossier et a glissé une autre page au milieu de la table. C'est pour cela que nous avons agi ce soir. En haut se trouvait une chaîne de mai datant de 2 jours, envoyée par mon père à l'office notarial. Objet, accord de transition Margot. En pièce jointe, une déclaration scannée d'une page, prétendument signée par moi, où je reconnaissais avoir accepté en principe de céder l'occupation de la maison à Lucas d'ici la fin de l'année civile en échange d'une aide familiale et de l'harmonie. J'ai fixé le document. La signature ressemblait à la mienne si on ne l'avait vue que sur une ordonnance médicale. C'était un faux. Ma mère est devenue livide avant Lucas. Cela me disait tout. Soit elle ne savait pas que papa l'avait envoyé, soit elle pensait que personne ne regarderait de près. Maître Clément a tapoté la page. La divergence de signature est flagrante. Le problème pour votre père est qu'il l'a envoyé à un cabinet qui conserve des spécimens de signatures originaux. La bouche de mon père s'est ouverte, puis refermée. Il a bégayé que c'était un projet d'accord. Entre qui, ai-je demandé? Toi et ton imagination? Lucas s'est tourné vers lui. Tu m'avais dit qu'elle avait déjà cédé. Papa a aboyé, j'ai dit qu'elle pourrait. Non, a dit Maître Clément, vous avez dit qu'elle avait accepté en principe. J'ai le mail. Mon père semblait vouloir déchirer le papier en 2, mais il savait qu'il ne fallait pas détruire une preuve déjà entre les mains d'un avocat. Maman a tenté une dernière fois de recadrer les choses. Nous essayons d'éviter le tribunal. Maître Clément s'est tourné vers elle. En fabriquant son consentement? Personne n'a répondu. Il a continué de son ton calme. Le testament ne donne une fenêtre de régularisation que si l'ingérence cesse immédiatement. Cela signifie que la demande d'expulsion est retirée. Aucune demande d'occupation n'est maintenue, aucun abonnement n'est transféré, aucun serrurier n'est engagé, et personne ne met les pieds sur la propriété pour revendiquer des droits. J'ai relevé la tête. Des abonnements? Maître Clément m'a regardé. Oui, votre père a aussi demandé si Lucas pouvait établir un historique de factures d'électricité à cette adresse avant la fin de l'année. EDF a refusé sans preuve de titre. J'ai ri doucement. Bien sûr, ils avaient commencé par là aussi. Lucas fixait son père avec une colère noire. Tu as dit que c'était propre. Ça l'aurait été si elle s'était bien comportée, a crié papa. Amandine a eu un petit rire nerveux. Maître Clément n'a pas réagi. Aucune version de ceci n'était propre.
Lucas a feuilleté la notice de suspension. Combien est gelé? Mon père a dit, ce n'est pas la question. Lucas a crié, combien? Maître Clément a répondu, car il semblait être le genre d'homme à préférer la vérité brute. Environ 80 000 € par bénéficiaire, plus les comptes résiduels. Lucas est resté figé. La maison valait bien plus. Je voyais le calcul se faire dans ses yeux. C'est à ce moment-là que j'ai de nouveau eu peur. Pas pour l'argent, mais parce que je connaissais mon frère. S'il pensait que la maison était encore accessible, perdre 80 000 € ne l'arrêterait pas. Cela le rendrait juste plus hargneux. Et comme prévu, il a repoussé sa chaise et a dit, « Très bien, gardez l'argent. » Ma mère a sursauté. « Lucas, non. » Il a répondu, « Grand-père a été manipulé. Tout le monde le sait. Je ne vais pas reculer parce que Margot a trouvé un autre avocat pour agiter des papiers. » La voix de Maître Clément est restée plate. « Si vous mettez le pied sur cette propriété en revendiquant la possession, vous serez coupable de violation de domicile. » Lucas a souri, mais d'un mauvais sourire. On verra ce que dira la gendarmerie. Il est sorti avant que quiconque ne puisse l'arrêter. Mon père a juré entre ses dents et l'a suivi. Ma mère a hésité juste assez pour rassembler ce qui lui restait de dignité, puis les a suivis. La porte d'entrée a claqué assez fort pour faire trembler la vaisselle. La maison est redevenue silencieuse. Amandine a expiré. Il n'a pas fini. Non, a dit Maître Clément, il ne fait que commencer. Il m'a regardé. Vous devez installer des caméras, garder une copie du titre à portée de main, et n'ouvrir à Lucas sous aucun prétexte. S'il a déjà prévu de forcer l'occupation, il pourrait essayer de créer un fait accompli avant lundi. Cette phrase m'est restée sur le cœur comme un glaçon. Avant lundi. Avant que les tribunaux n'ouvrent, avant que les gens normaux ne puissent réparer ce que les familles toxiques font pendant les week-ends de fête. J'ai à peine dormi cette nuit-là. À 7h13 le lendemain matin, mon téléphone a vibré, une alerte de la caméra du perron. J'ai ouvert l'application et j'ai vu Lucas sur mes marches avec un serrurier, 2 sacs de sport et une voiture de la gendarmerie stationnée le long du trottoir. Lucas se tenait là comme s'il était déjà chez lui. Le gendarme se tenait près des marches avec cette posture neutre et prudente. J'ai regardé l'écran une seconde, puis j'ai ouvert la porte avant que Lucas ne puisse frapper de nouveau. Il a souri immédiatement. « Bien. Tu es réveillé. » Le gendarme s'est avancé le premier. « Mademoiselle, je suis le gendarme Harley. Je suis ici uniquement pour une médiation civile. Personne n'est expulsé. Je veille simplement à ce que tout se passe bien pendant qu'il récupère des biens ou clarifie l'accès. » « Récupérer quels biens, ai-je demandé. Lucas a soulevé un sac. « Les miens. » J'ai regardé le sac, puis lui. « Tu n'as jamais habité ici. » La phrase de ma mère de la veille m'est revenue en tête, « Ton frère a besoin de cette maison. » Pas d'une chambre, pas d'un canapé. De la maison. Le gendarme nous a regardés. « Êtes-vous la propriétaire? » Oui. J'avais déjà la copie de l'acte en main. Donation enregistrée de mon grand-père. Signée avant son décès. Taxe à mon nom. Assurance à mon nom. Je lui ai tendu les papiers. Il les a lus plus vite que prévu, puis a regardé Lucas. « Avez-vous une ordonnance du tribunal? » Lucas a eu un petit rire. « C'est une maison de famille. J'ai un accord. » Il a sorti un papier plié. Je savais ce que c'était avant même qu'il ne l'ouvre. Un autre faux. Celui-ci était un prétendu accord d'occupation tapé avec un jargon juridique de base, stipulant que j'avais accepté de laisser Lucas emménager dans la chambre du bas en attendant une transition familiale. Mon nom était sur la ligne de signature. Encore une fois, pas ma signature. Le gendarme a lu, a froncé les sourcils et a demandé « Quand cela a-t-il été signé ?» Le mois dernier, a dit Lucas. C'est faux, ai-je dit. Le serrurier a regardé mon visage, puis l'expression du gendarme, et a discrètement reculé du perron. Et, où tu vas? A crié Lucas. Le serrurier a répondu sans s'excuser,
je ne change pas de serrure lors d'une occupation contestée sans ordre du juge alors que la propriétaire est devant moi. Puis il est retourné à sa camionnette. Lucas a juré. Je suis resté fixé sur le gendarme. Mon père a envoyé une version falsifiée de ceci à l'administrateur de la succession il y a 2 jours. Mon avocat est déjà en route. Comme par enchantement, la voiture de Maître Clément s'est garée derrière celle de la gendarmerie. Il est sorti avec son dossier, est venu directement vers nous et a salué le gendarme. Maître Clément, conseil de la succession d'Henri Bennett. Le gendarme a hoché la tête. C'est vous l'avocat qu'elle a appelé ? Je suis l'avocat que son père aurait dû craindre. Cela m'a presque fait sourire. Maître Clément a pris le papier de Lucas, l'a lu, puis l'a tenu à côté de la copie du mail que mon père avait envoyé. Même formulation, même faux consentement, même mauvaise imitation de signature. Il a montré les 2 aux gendarmes. Même document, même fausse déclaration, pas d'ordonnance, pas de droit de possession. Lucas a essayé de hausser le ton. C'est du harcèlement. Grand-père voulait que la maison reste dans la famille. La réponse de Maître Clément a été immédiate. Elle est dans la famille. Elle est au nom de Margot. Le gendarme a rendu le faux accord sans enthousiasme. Je ne forcerai pas l'entrée sur la base de ce document. La mâchoire de Lucas s'est crispée. Et alors ? Elle garde tout ? Oui, ai-je dit. C'est le principe de la propriété. Il a fait un pas vers moi. Pendant 1 seconde, j'ai revu le petit garçon qui restait sur le pas de ma porte en souriant après avoir cassé quelque chose, niant tout avant même que je n'en trouve les morceaux. Margot, a-t-il dit, trop calmement, ce qui était toujours pire. On peut faire ça proprement ou on peut te rendre la vie infernale. Maître Clément s'est interposé juste assez pour marquer le coup. Les menaces de mon dossier. Lucas l'a regardé et a ri. Votre dossier ? On n'est pas au tribunal ici. On est sur un perron. Non, a dit Maître Clément, c'est le début de votre déchéance. Ça a fait mouche. J'ai vu le calcul dans les yeux de Lucas, pas de la honte. Puis mon téléphone a vibré. Caméra latérale. J'ai regardé. Pendant 1 demi-seconde, je n'ai pas compris ce que je voyais. Puis mon corps s'est glacé. Mon père était derrière la maison. Il était devant la porte de la cave qui donne sur l'allée arrière, tenant un bac de rangement en plastique d'une main et quelque chose de métallique dans l'autre. Une clé. Il avait envoyé Lucas devant avec un gendarme et un serrurier pendant qu'il contournait par derrière. Gendarme, ai-je dit en bougeant déjà, mon père est sur la propriété. Tout le monde s'est retourné. J'ai tendu le téléphone. Sur l'écran, mon père posait le bac près de la porte de la cave, jetait un coup d'œil au jardin et se penchait vers la serrure avec une clé qui n'était certainement pas la mienne. Dans le bac, visible 1 seconde avant que l'angle ne change, il y avait des vêtements d'homme, un nécessaire de rasage et une pile de courrier non ouvert au nom de Lucas. Ils n'essayaient pas de l'installer. Ils essayaient de fabriquer la preuve qu'il y vivait déjà. Je courais déjà avant que le gendarme ne me rende le téléphone. Nous avons traversé le hall, sommes passés par l'arrière-cuisine et sommes descendus dans le jardin. Maître Clément était juste derrière moi. Lucas a suivi en jurant, parce que les hommes comme mon frère croient toujours qu'un mensonge survit mieux si on reste physiquement près de lui. Mon père était à la porte de la cave quand nous avons tourné le coin. La vieille serrure extérieure datait de l'époque de grand-père. J'avais changé celle de devant et de côté après le transfert de l'acte, mais pas encore celle-là, car la cave ne contenait que des pots de peinture et des outils. Papa avait une copie de la clé et un pied appuyé contre la marche de pierre, prêt à forcer la porte. La voix du gendarme a résonné, « Monsieur, écartez-vous de cette porte. » Papa s'est redressé trop vite. Je récupère juste des affaires de famille. Non, ai-je dit, tu es en train d'en créer. Il m'a regardé avec cette vieille expression, mélange d'offense et de certitude, comme si le surprendre en plein acte était plus impoli que l'acte lui-même. Lucas s'est arrêté net en voyant le bac. « Papa » a-t-il dit tout bas. Il avait compris. Dans le bac en plastique transparent, il y avait exactement ce qu'il fallait pour simuler une occupation, des vêtements pliés,
un rasoir, des serviettes neuves avec l'étiquette, et 6 enveloppes non ouvertes adressées à Lucas à mon adresse. Pas du vieux courrier. Du frais. Une offre de carte de crédit, une publicité pour Internet, 2 courriers de banque, un prospectus de pharmacie. Tout était propre, non froissé, posté dans les 5 derniers jours. Mon père n'était pas venu chercher quoi que ce soit. Il était venu planter mon frère. Le gendarme s'est approché. Qui est propriétaire? Moi, ai-je dit. Lui donnez-vous la permission d'entrer ou de laisser ses objets? Non. Il s'est tourné vers mon père. Reculez maintenant. Papa a tenté un dernier angle. Tout ça est démesuré. Mon fils a ses effets personnels ici. Maître Clément a répondu, placé ici après avoir demandé une médiation civile en utilisant un faux accord d'occupation. Et si le fils de votre client vivait déjà ici, ces enveloppes ne seraient pas encore scellées. C'était le détail fatal. Même Lucas avait l'air décomposé tant c'était grossier, mis en scène, désespéré. Le gendarme a sorti son carnet. J'ai besoin de l'identité de tout le monde. Mon père a osé demander, pourquoi faire? Pour mon rapport, a répondu le gendarme. Et parce que vous avez tenté de pénétrer dans une propriété titrée sans droit légal en présentant des documents contestés. Lucas a essayé de s'interposer, je ne savais pas pour l'arrière. C'était probablement vrai, mais ça ne l'aidait pas. Maître Clément a brandi le faux accord. Vous avez apporté ça. Vous avez fait venir le serrurier. Vous avez apporté les sacs. Peu importe ce que vous saviez ou non, vous n'étiez pas là par hasard. La voix de papa a monté, c'est une affaire de famille. Le gendarme l'a regardé avec une patience infinie. Non, monsieur. C'est une violation de domicile déguisée en repas de Noël. Pendant une seconde glorieuse, personne dans ma famille n'a trouvé de réplique. Et puis ma mère est apparue au portail latéral. Je n'avais même pas réalisé qu'elle était venue. Elle s'est arrêtée en voyant le gendarme, le bac, le courrier et mon père s'éloignant de la cave, la clé à la main. Qu'est-ce qui s'est passé, a-t-elle demandé. Personne n'a répondu, car à ce stade, ce qui s'était passé importait moins que ce qui était documenté. Le gendarme a pris des photos du bac, du courrier, de la clé, du faux accord et des captures d'écran de ma caméra montrant mon père rôdant. Il a pris une copie de l'acte de Maître Clément, a noté que le serrurier avait refusé d'intervenir et a signifié explicitement que personne dans ma famille n'avait le droit d'entrer ou de prétendre habiter là. Puis il a prononcé la phrase dont j'avais besoin, si quelqu'un revient en revendiquant la possession sans ordre du tribunal, il sera traité comme un intrus en flagrant délit. Ma mère a ouvert la bouche. Maître Clément l'a devancé. Et si quelqu'un continue d'interférer avec le titre ou la possession, je recommanderai l'application immédiate et finale de la clause de déchéance. Cela a frappé mon père de plein fouet. Non pas parce qu'il se sentait coupable, mais parce qu'il comprenait enfin que tout était lié, les caméras, le faux mail, le serrurier, le courrier planté. Il n'avait pas seulement fait pression sur moi. Il avait activé le piège de grand-père. Lucas a donné un coup de pied dans la marche, s'est fait mal, a juré et est reparti en boitant vers la voiture. Maman l'a suivi, non sans s'être tournée vers moi avec ce petit sourire qu'elle utilisait quand elle voulait prétendre qu'elle choisissait encore la fin de l'histoire. Tu regretteras d'avoir rendu cela si laid. J'ai regardé le bac de faux courrier, puis la clé copiée de mon père, puis le gendarme qui rédigeait son rapport. Non, ai-je dit, je regretterais de ne pas avoir installé de caméra plus tôt. Ils sont partis. Pas de menottes, pas de cris cinématographiques, juste une tentative d'occupation ratée s'effondrant sous la lumière du jour et des documents officiels. Le lundi matin, Maître Clément a déposé le rapport de gendarmerie, le faux accord, le mail frauduleux et les photos au notaire chargé de la succession. Le mercredi après-midi, il m'a appelé. Le notaire a rendu sa décision finale, a-t-il dit. Votre père, votre mère et Lucas ont chacun déclenché l'article 6. Leurs parts sont définitivement révoquées. Je me suis assise à ma table de cuisine, la même table où mon père avait fait glisser l'avis d'expulsion, et j'ai laissé l'information infuser. Tout, ai-je demandé. Toutes les distributions? Maître Clément a confirmé,
définitivement. Selon les termes du testament de grand-père, les parts confisquées ne revenaient pas aux autres héritiers. Elles tombaient dans un fonds de réserve qu'il avait désigné des années auparavant, une association de logement pour vétérans et une fondation pour la bibliothèque locale qu'il soutenait en secret depuis des décennies. Ce détail lui ressemblait tellement. Il ne m'avait pas seulement protégé, il s'était assuré que s'il s'en prendre à la maison, l'argent irait à quelque chose d'utile plutôt que de revenir entre leurs mains. Lucas a appelé 2 fois ce soir-là. Je n'ai pas répondu. Papa a envoyé un mail disant « Tu as choisi le papier plutôt que le sang ». J'ai répondu une seule fois « Non, c'est grand-père qui a choisi ». Moi, j'ai juste lu ce qu'il a écrit. Ce fut la fin. Aucun gendarme n'est revenu. Aucun serrurier. Plus aucun avis. La maison est restée mienne, exactement comme elle l'était quand mon grand-père s'était assuré que l'acte soit correctement enregistré. Et cette table de Noël, malgré toute la laideur qu'ils avaient essayé d'y mettre, est devenue l'endroit où tout leur plan s'est retourné contre eux. Après cela, les choses sont devenues plus calmes de la seule façon qui compte, légalement. Maître Clément a fait valider la décision de déchéance, et aucun avocat sérieux ne toucherait à leur dossier après la tentative de fraude par mail et la mise en scène du courrier. Lucas a perdu l'argent qui devait amortir son prochain échec. Mon père a perdu l'argent et surtout, la certitude qu'il pouvait obtenir ce qu'il voulait par l'intimidation. Ma mère a fait ce qu'elle savait faire de mieux, raconter que la situation avait été mal comprise. Mais il y a des limites à la réécriture sociale quand un gendarme a photographié un bac de faux courriers dans le jardin de votre propre fille. Quant à moi, j'ai changé la serrure de la cave cette semaine-là. J'ai ajouté 2 caméras et je me suis enfin autorisée à profiter de la maison sans attendre que quelqu'un réapparaisse pour parler d'équité. Grand-père savait exactement ce qu'il faisait. Il ne m'a pas seulement laissé un foyer, il m'a laissé une structure assez solide pour survivre aux personnes qui pensent que l'amour, la pression et le sentiment d'avoir tous les droits sont la même chose. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, dites-moi dans les commentaires ce que vous auriez fait si votre propre père vous avait servi un avis d'expulsion à Noël et que votre frère s'était pointé le lendemain avec un serrurier. Quel moment vous a le plus choqué? L'enveloppe au dîner, la clause du testament ou le bac de courrier caché? Si vous avez aimé cette histoire, laissez un j'aime, abonnez-vous et à bientôt pour la prochaine.